Voilà, donc bonjour à tous, merci d'être venus. Donc cette année, on essaye un petit peu, les nouveautés avec des RAM sessions. Donc l'idée d'un RUM, c'est un talk assez court, 2 minutes, un quart d'heure. Si ça dure trop longtemps, vous sifflez le speaker. Vous applaudissez comme vous voulez. Il y a un truc sympa cette année, il y a un SMS board, vous pouvez envoyer des messages. Nico il répond ou pas, ça dépendra de lui. Au 30 182, c'est un SMS normal, juste soyez polis quand même. Alors, le programme aujourd'hui, pour ceux qui étaient là il y a 2 ans, vous vous souvenez, on a distribué des petits tokens OTP. On avait fait un pari avec Nico, l'idée c'est de récupérer le seed. Donc Nicolas va nous expliquer ça, est-ce qu'il a réussi ou pas, il a goûté champagne à la clé. Après on aura Mathieu Estrade de Qualys qui va nous parler des solutions anti-malware et APT. Ensuite Nicolas, je sais pas, il est là Nicolas? Non, pas encore. Je sais pas qui avait suivi le talk sur Twitter l'année passée. Plusieurs personnes. Donc ça va être la suite. Ensuite on aura Alok de Facebook qui va parler de JSON-P. Et après André Lichki qui va nous parler d'une solution OTP open source pour ceux qui sont familiers avec l'OATH, TOTP, sur un petit Raspberry à 35 $, je crois. Donc c'est assez sympa. Et puis ça dure à peu près jusqu'à 11h35. On n'a pas eu d'autres soumissions, il restait 2 slots. Donc ceux qui ont envie, il y a encore de la place pour parler. C'est vraiment l'esprit des RUM de présenter quelque chose. Même si vous n'avez pas de slide, sentez-vous libre de parler. Et j'ai oublié, oh là là, j'ai oublié JP ce programme qui va nous parler en fait de... Ouais, tu parles le temps que tu veux, Jean-Philippe, qui va nous parler en fait de password, le nom du site c'est passwordhashing.net. Voilà, désolé JP, j'ai oublié, je fais ça rapidement ce matin, mais l'essentiel c'est que tu sois là. Et puis amusez-vous bien. Voilà Nico, je te laisse la parole. Merci. Ok, donc effectivement, Sylvain avait il y a quelque temps distribué gracieusement ce genre de device en grande quantité, ce qui est appréciable parce que quand on fait des tests dessus, on en détruit pas mal, donc quand on les paye 550 €, c'est bien. Donc on n'avait pas encore parlé de la bouteille de champagne à l'époque, donc je m'y étais mis mollement. Je fais ça sur mon temps libre, je tiens à préciser. Donc j'ai juste donné un coup de tournevis dessus, et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur, mais je suppose que vous l'avez déjà fait. Alors là-dedans, il y a 3 trucs intéressants. Là, il y a 4 pins qui sont clairement identifiés. Alors il y a même des versions du token sur lesquelles c'est marqué en toutes lettres data, VCC, clock, ground. Donc clairement, là, il y a des pins qui sont utilisés. C'est P1. Après, là, il y a P2. On voit qu'il y a des pins, mais bon, celles-là, elles ne sont pas référencées. C'est difficile de savoir à quoi elles servent. Et puis, par contre, il n'y a aucune référence. Si on reconnaît le quartz, là, il y a quelques résistances condensateurs, mais en gros, tout est dans cette boule noire. Donc là, bon, il n'y a pas de secret. Je veux dire, il faut mettre de l'acide nitrique et on trouve un truc comme ça. Ce qui est pas très parlant. Donc, quand on grossit un petit peu, alors, il y a moyen d'éteindre les lumières ou pas? Bon. Enfin, vous me faites confiance, ici il y a un idéogramme, et en dessous il y a une référence de composant. Voilà, c'est mieux comme ça. Ainsi. Et donc il y a la référence du composant et il y a le vendeur. Et donc là, je ne vais pas dire que c'est gagné, parce que vous verrez la conclusion de mes slides, mais c'est en gros un microcontrôleur qui coûte 5 centimes. Enfin, ça s'achète que par 500 minimum, mais bon, vous pouvez le toucher pour pas cher. Et qui est fabriqué par une société que je ne connaissais pas, mais qui existe visiblement depuis 30 ans, qui s'appelle Holtec. Et c'est un microcontrôleur 8 bits qui a directement les bonnes pins pour piloter les drivers LCD. Donc il y a des datasheets sur Internet, etc. Voilà. Et donc à partir de là, en fait, on peut reconstruire le schéma de câblage du microcontrôleur. Et donc, en fait, des pastilles qui ne sont pas référencées, elles vont directement sur des branches du microcontrôleur qui servent à la programmation. Et après, une fois qu'on sait ça, on peut tout recabler. Il y a
Un seul problème, c'est que le protocole de programmation qu'ils utilisent n'est absolument pas documenté. Alors il y a quelques docs qu'on trouve sur leur site qui expliquent avec le programmeur MCU, je ne sais pas quoi, qu'ils vendent. Ils sont capables de programmer leurs propres composants. Et qu'en fait, selon les composants, ils ont 3 ou 4 protocoles de programmation, et que le protocole utilisé par ce composant-là, c'est un protocole qui s'appelle ICP1A, mais il n'y a aucune référence sur comment fonctionne ce protocole. Heureusement, j'ai acheté il y a bien longtemps un programmeur, je ne fais pas de publicité, mais bon, c'est un programmeur LNEC qui s'appelle Biprog, qui est encore supporté aujourd'hui. Et donc, en recablant les pins sur les bonnes pins qui vont bien, en fait, on arrive à parler avec le microcontrôleur parce qu'il est supporté par LNEC. Donc ça, c'était plutôt une bonne surprise. Et donc, quand on essaye de relire la mémoire, la blague, c'est que en fait, ils ont mis copy protection, je ne sais pas comment ça s'appelle, le log bit à 1, et donc en fait, la zone de code, elle n'est pas lisible. Alors on voit FFFF, bon ça, le microcontrôleur, enfin en gros, on peut extraire les infos par bloc de 15 bits, j'ai la datasheet là si ça vous intéresse. Il n'y a qu'un seul endroit où on trouve quelques données, en gros, c'est la zone de data, enfin la RAM en gros du microcontrôleur. Donc on n'est pas tellement plus avancé. Alors là, je me suis lancé dans une opération un peu délicate, c'est le reverse engineering du protocole de programmation du microcontrôleur. Alors ça, c'est fait en laboratoire avec un équipement assez cher. Hein. C'est un analyseur logique sous Windows XP. Pour les petites blagues, il y a un virus dessus, donc à chaque fois que je récupérais les traces sur une clé USB, j'avais un virus sur ma clé USB. C'est la magie des équipements de laboratoire sous Windows XP. Mais après, je l'ai refait chez moi avec un OpenBench Logic Sniffer, qui est une carte que vous achetez sur internet pour 30 €, et c'est un FPGA en fait qui fait analyseur logique. Et en fait, leur protocole, il est assez compliqué, parce que normalement, je ne sais plus combien, il y a au moins 1 kilobit de mémoire programme, et en fait, quand on compte vraiment le nombre de cycles d'horloge qui passent ici, il y a quelque chose comme 300-350 cycles d'horloge. Enfin, en gros, j'ai pas compris comment ils arrivaient à extraire autant d'informations avec aussi peu de cycles d'horloge, parce qu'à chaque cycle d'horloge, en gros, ils peuvent récupérer un bit d'information. Donc je pense que soit ils détectent tout de suite que le log bit est à 1 et donc il n'envoie pas la partie programme et du coup il n'envoie que les données, soit ils ont un truc à la con, du genre ils font de la compression sur le protocole et donc tant que le bit est à 1 par exemple, ils envoient le nombre de bits à 1 et la valeur du bit et voilà, bon, enfin je sais pas. Hein. Je n'ai pas été plus loin parce que ça avait l'air beaucoup plus compliqué que les protocoles de programmation d'habitude où en gros, je sais pas, quand on envoie un coup d'horloge, on récupère un bit et voilà. Bon, alors là, j'ai utilisé l'appel à un ami. Enfin, c'est pas un ami, mais il y a un gars sur Internet qui a fait sa thèse en fait sur l'extraction de code dans les microcontrôleurs. Et il m'a donné quelques idées. En fait, il faut savoir que lui, il avait attaqué les microcontrôleurs Holtec HT48 machin, qui eux étaient vulnérables en fait à des attaques assez simples. Genre, si on varie la tension d'alimentation au moment où il va lire le copy protection bit, en fait, il se peut qu'il lise un bit à 0, mais par contre, le microcontrôleur n'est pas réinitialisé, et donc après, on peut extraire le code. Malheureusement, il a communiqué ses résultats à Holtec, et donc les séries HT49 ne sont plus vulnérables à ces attaques. Donc, bon, il y a aussi des trucs sur on fait du skew sur l'horloge, des trucs comme ça, mais il m'a dit, bon, là-dedans, c'est assez bien protégé maintenant. Donc, il y a une chose qui peut marcher, c'est de trouver l'endroit où est le bit sur la mémoire programme et d'envoyer un faisceau d'UV juste sur ce bit-là pour le remettre à 0. Malheureusement, ça, j'ai pas à la maison, et j'ai pas en laboratoire non plus, parce que nous, ce qu'on fait, c'est de la fiabilité de composants électroniques. Donc on peut injecter des fautes avec des lasers, des neutrons et tout comme ça, pour voir comment ils se comportent dans des modes de panne. Bon, ça, c'est pour des raisons juste de sécurité industrielle, quoi. Mais on sait pas, on n'a pas d'UV pour effacer un bit. Alors, comme je sais qu'ici, on a un sponsor organisateur de la conférence qui est très très fort dans les attaques hardware, peut-être qu'ils ont le matos pour faire. Si vous voulez m'aider, sachez que sur Wikimedia, il y a un gars qui, pour une raison que j'ignore, est-ce qu'on va voir quelque chose? Oui, on a une chance qu'on a quelque chose. Il a fait une photo du composant en très très haute résolution. Donc si vous voulez chercher dans la photo, il y a quelque part là-dedans, il y a le copy protection bit.
Si vous savez où il est, après je peux peut-être me débrouiller pour aller en LUV. Il faut juste regarder. Voilà. Donc ça, je pense que voilà, je ne sais pas si c'est la RAM ou la ROM, ça, mais ça doit être quelque part là-dedans. Bon. Ça m'aiderait beaucoup si vous savez où il est sur le chip. Donc, à la fin, du coup, j'ai arrêté là. Donc maintenant, j'ai plus que des hypothèses. Alors, mes hypothèses, c'est que en gros, donc il y a bien deux catégories de pins sur la board. Il y en a qui servent à programmer le microcontrôleur en usine et donc à injecter le code dedans. Et il y en a d'autres qui sont vraiment destinés à être utilisés et sur lesquels il y a un protocole de programmation qui est fait par Feitian et il sert probablement à mettre la seed dans le token une fois que le code a été mis dans le chip. Après, il y a un deuxième jeu de pin qui lui sert à mettre la seed en mémoire, probablement. La question c'est comment fonctionne leur protocole. Alors sans avoir le code qui tourne dans le microcontrôleur, c'est assez compliqué à deviner. On peut, comme il y a marqué data et clock, on peut peut-être essayer de brute forcer jusqu'à ce que le microcontrôleur réponde. Enfin, il suffit qu'ils aient mis, je sais pas, un mot de passe sur 8 bits par exemple, ou sur 16 bits pour commencer à pouvoir parler, et ça devient irréaliste de penser qu'on va le trouver en brute force, quoi. Mais par contre, si on avait accès à ce protocole de communication, la question intéressante, ce serait est-ce qu'on pourrait, du coup, relire la mémoire, relire la seed. Et donc, si c'est le cas, en gros, vous prenez le token, vous percez 4 petits trous à la Dremel derrière, à l'endroit où se trouvent les fameux pins VCC, machin, vous mettez 4 aiguilles, et vous êtes capable de relire la seed, et ensuite vous remettez le token dans la poche du gars, et il ne se rend pas compte, enfin, sauf s'il est vraiment très précautionneux, il ne se rendra jamais compte qu'il y a 4 petits trous de 0,3 mm derrière son token. Alors bien sûr, tout ça c'est une hypothèse. J'attends des spécialistes en attaque hardware pour pouvoir m'aider. N'hésitez pas à contribuer. En plus, Sylvain a plein d'échantillons gratuits, donc vous pouvez les détruire. Après, il y a quand même une autre solution. C'est maintenant que vous avez la référence du composant, sachez que, en gros, probablement pour moins de 5 €, vous pouvez refabriquer le token et refaire votre propre code en open source et le remettre dedans. Et donc là, au moins, vous êtes sûr de ce qu'il y a dedans et vous ne vous posez pas de questions sur le protocole. Parce que je crois que microcontrôleur, plus afficheur, plus boîtier en plastique, si vous faites une production de masse, ça ne peut pas coûter plus de 5 €. Et au moins, vous serez sûr de ce qu'il y a dedans. Voilà. J'ai fini, j'ai fait que 10 minutes. Merci. Mais il y a peut-être des questions. Il y en a une là. Ouais, je fais quoi avec le seed? Normalement, avec la seed, tu peux prédire... parce que le token, ah oui, parce que c'est pas un token sur lequel on tape un truc. Ah oui, parce que d'accord, c'est vrai. Oui, si on arrive sur un Outlook Web Access qui demande le login, le mot de passe et l'OTP, effectivement, si on n'a pas le mot de passe, on ne peut pas se loguer. Là, je suis d'accord avec la remarque. Maintenant, c'est vrai que quand RSA s'était fait pirater ses seeds, ils ont dit non, mais vous inquiétez pas, vous êtes toujours protégé par votre mot de passe. Bon, c'est vrai que si on met de l'authentification à 2 facteurs, c'est pas pour reposer à la fin sur la solidité du mot de passe utilisateur. Mais bon, oui, j'ai pas le deuxième facteur. Ceci dit, je crois qu'il y a quelqu'un de Facebook dans la salle qui confirmera que 10% des utilisateurs Facebook ont comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le deuxième facteur est peut-être pas trop dur à trouver. Voilà. Ok, merci Nico. La deuxième rump, c'est Mathieu Estrade, qui est CTO chez Qualys. Je le remercie aussi Qualys, qui est notre sponsor Gold cette année. Et Mathieu, il va nous parler des APT, des solutions anti-malware. Sans slide, en live. Allez, bonne chance Mathieu. Bonjour à tous. Alors ça va être beaucoup moins technique que ce que vous avez vu juste avant. Alors c'était une petite session pour vous parler de tout ce qui est nouveaux produits anti-malware, parce que vous avez dû être soumis au marketing agressif de toutes ces nouvelles solutions à la FireEye. Donc c'était pour faire un petit point là-dessus. Donc ça part au départ de la médiatisation de tout ce qui est APT, avec le rapport Mandiant qu'on a eu il n'y a pas longtemps, et tout ce qui est un petit peu à l'ordre du jour avec les attaques, avec des documents qui sont envoyés sur des périphériques mobiles ou sur des laptops ou des desktops. Jusqu'à aujourd'hui, on avait tout ce qui était antivirus pour lutter contre ça. Sauf que, évidemment, les antivirus, ça se bypass et ça devient quasiment inutile.
Donc il y a des sociétés qui ont sauté là-dessus pour créer de nouveaux produits qui sont plus ou moins efficaces. Donc ça, après, s'il y a des personnes qui les utilisent, je suis très ouvert à discuter avec eux de ces produits. Donc on a aujourd'hui une société qui a mis en avant un produit et qui d'ailleurs va faire une IPO dans pas longtemps, qui s'appelle FireEye, et qui agit avec un marketing très fort partout, qui est plus ou moins critiqué d'ailleurs par rapport à ça, mais en attendant, qui propose des produits très chers et dont la fiabilité et l'efficacité est encore à démontrer. Donc en fait, le but de ces nouveaux produits, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'être sur le poste client et de récupérer des documents et de les analyser, ils vont intercepter les documents sur le réseau, donc sur HTTP, sur les flux entrants, sur les flux sortants. Sur SMTP, ils vont regarder les queries DNS, ils vont regarder vers quelles IP se connectent les machines du réseau. Donc là-dessus, ils ont des bases de données de réputation sur les IP, les noms de domaine, etc. Et puis ils vont pouvoir vous dire que telle IP ayant téléchargé tel document a fait telle connexion sortante vers un serveur command and control, a extrait de la donnée via Twitter ou via d'autres mécanismes. Et surtout va pouvoir vous dire via certains mécanismes d'analyse qu'est-ce qu'a fait le document sur le système de la machine. Est-ce qu'il a accédé à de la base de registre? Est-ce qu'il a modifié des fichiers? Est-ce qu'il a ouvert des connexions, etc. Donc c'est un petit peu la différence qu'on va voir avec un antivirus, c'est qu'on rajoute des technologies de détection, comme de l'exécution virtuelle, ils sont un peu tous là-dessus, enfin basés là-dessus, ces nouveaux produits. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser le master, l'OS master par exemple, qui est utilisé dans la société, et on va exécuter tous les documents qui passent sur le réseau et qu'on a interceptés, on va les exécuter dans ces machines virtuelles pour voir un petit peu le comportement de ces fichiers. Donc par exemple, si on reçoit un PDF, on va le tester sur la version Adobe Reader qui est contenue sur le master qui est utilisé dans la société, qui est déployé sur tous les postes. Donc ça, des limitations qui sont assez simples, c'est que déjà les malwares commencent à... ils vérifient s'ils ne sont pas exécutés dans des environnements virtuels pour ne pas s'exécuter, justement. Donc c'est assez limité. D'ailleurs, l'efficacité de ces produits est assez limitée par ça. Donc après, on a des mécanismes d'analyse binaire. On peut considérer qu'il y a 3 niveaux d'analyse aujourd'hui. Le premier niveau, c'est des hashes sur les fichiers qui passent pour faire du temps réel, parce que le but, c'est de remonter quand même des alertes assez rapidement. Si jamais c'est pas détecté comme un malware, on va passer sur la partie exécution virtuelle, tout ce qui est analyse un peu plus poussée, qui prend déjà plus de temps. Et si jamais on n'a pas d'informations mais qu'on veut plus de feedback sur le fichier, on peut l'envoyer à des security researchers. Enfin, il y a tout un mécanisme de remontée de fichiers dans le cloud. Donc voilà. Alors le feedback principal sur ces produits, même s'ils ont pas beaucoup d'efficacité, tous les retours qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est pas très efficace, ça coûte cher, mais c'est mieux que rien en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui est assez bizarre, c'est qu'il y a quand même des mécanismes de protection, mais c'est à peu près la seule solution qu'il y a aujourd'hui sur des réseaux de masse pour arriver à trouver quel document pourrait être infecté et pourrait contenir des malwares. Donc la prochaine étape un petit peu de tous ces produits, hein, la prochaine étape un petit peu de ces produits, c'est d'arriver à remédier directement à la machine infectée par un malware, c'est-à-dire de reflasher directement, de remasteriser la machine, et c'est un petit peu tout ce que le rêve
des sociétés qui utilisent ce genre de produit, c'est de pouvoir reflasher une machine à distance qui pourrait être affectée par un malware. Voilà. Donc voilà, si vous avez des retours, vous avez testé ce genre de produit, je suis preneur après ou même maintenant par des questions, parce que ça reste très marketing. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions sur... Nous, des clients du produit, hein. Ouais. C'est mieux que rien. Bon, après, ouais. Alors, le feedback que j'ai, moi, j'ai un client qui dit ça, c'est que ça fait très peu de propositions. Ok. C'est pas grave, donc c'est ça l'intérêt, mais après, on ne sait pas le volume de faux négatifs. Après, si tu veux pas être trop commercial, il faut dire quand même que Trend Micro, qui ici a sa solution, RSA a sa solution avec Spectrum. Tu veux faire la même chose. Ah oui, mais on peut citer... non, enfin, quand il est marqué, ouais, je ne travaille pas pour FireEye, et même... voilà, enfin, je les cite juste parce qu'aujourd'hui, ils sont juste... ils écrasent de marketing un petit peu toutes les confs et salons, etc., qu'il peut y avoir. Et surtout, ils n'ont pas obligatoirement une visibilité... enfin, c'est une image très positive de ce fait-là. Mais... ceci dit, ils ont amené certaines choses qui sont suivies par les autres technos. Aujourd'hui, il y a la slide aussi, il y en a plein d'intéressantes, WebSense. Mais surtout, ce qu'ils ont amené, c'est que l'analyse anti-malware se fait dans l'entreprise et ne sort plus obligatoirement de chez le client. Alors qu'il y a encore pas mal de solutions qui envoient des fichiers dans le cloud pour analyse, et là, au niveau privacy et confidentialité, on ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà. Merci Mathieu. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Peut-être juste pour info, il reste encore 2 slots de libre pour tout à l'heure, pour les RAM sessions jusqu'à midi. Donc sentez-vous libre si vous avez un sujet, même si c'est 3 minutes ou 2 minutes, hein, c'est l'idée. Hein. Mathieu. Merci. Voilà, la prochaine run. C'est Nicolas Serio, donc, qui revient une année plus tard avec le premier talk qu'il avait fait sur Twitter et au Haute. Donc c'est ton tour, Nicolas. Voilà, bonjour, merci d'être là. Donc j'ai présenté une session l'année passée ici même sur l'API Twitter en général et disons comment on pouvait en abuser. Ça c'est moi, ici, dans cette salle l'année passée. En gros, j'ai dit quoi? J'ai dit 3 choses. Twitter utilise OAuth, le protocole OAuth, pour s'assurer, pour contrôler les applications de tierces parties. C'est une mauvaise idée, parce qu'en fait, on peut extraire la partie secrète, si vous voulez, des tokens OAuth qui se trouvent sur le desktop. Donc j'ai montré comment faire, etc. Je ne vais pas tout raconter, mais je vous invite à vous référer à ce que j'avais publié l'année passée. Et puis en fait, troisièmement, j'ai montré tout ce qui pouvait mal se passer quand ces tokens secrets, si vous voulez, étaient leakés, étaient révélés. C'était notamment des need service et des session fixation attacks, dont on avait fait la démo l'année passée, où on pouvait piquer le compte de quelqu'un. Voilà, donc depuis cette recherche, elle a un petit peu évolué. J'ai eu la chance de la présenter à Amsterdam. Alors là, on voit pas bien, mais c'est Bob Lord, c'est le CSO de Twitter. J'ai eu la chance de pouvoir parler de ça avec lui. Donc je vais brièvement vous raconter ce que j'ai rajouté dans la partie Amsterdam, et puis encore ce que j'ai rajouté encore après coup. Bon, déjà, ça c'est une petite introduction, ça c'est des hypothèses, si vous voulez, que j'avais présentées à Amsterdam en disant qu'est-ce qui peut mal se passer. Imaginez que vous postiez, donc vous ayez accès au compte d'une agence de presse, vous pouvez poster une fausse nouvelle, et c'est ce qui s'est passé quelques jours plus tard. Alors c'est sans doute pas forcément avec la technique que j'ai présentée, mais bon, on parle quand même de risques qui sont tout à fait réels, où quelqu'un a annoncé une explosion à la Maison Blanche, et puis ensuite il y a des moteurs qui analysent les tweets et qui ont fait chuter, qui ont vendu des titres sur les marchés et fait chuter le Nasdaq de 1%. Donc ça peut rapporter beaucoup d'argent évidemment quand on sait comment exploiter ça. Alors bon, là c'est un petit peu technique, mais disons que OAuth c'est un protocole qui est quand même très compliqué, il y a beaucoup de variantes. Alors depuis l'année passée,
Twitter a introduit ce protocole App-Only. En gros, on peut se connecter à Twitter sans être logué en tant qu'utilisateur. Donc c'est seulement l'application qui s'authentifie. Alors évidemment, il y a plein de problèmes, donc c'est juste le complément de ce que j'avais fait l'année passée. Donc, en gros, ça c'est le secret. L'étoile, c'est le secret. Et ça, c'est l'application, typiquement une application iOS et Twitter. Donc on voit que le secret envoyé sur le réseau, c'est déjà pas tellement une bonne idée, mais surtout quand ce secret est extrait par un hacker modérément capable, il est capable de faire des dénis de service sur cette application, c'est-à-dire que les instances légitimes, on va dire, de l'application ne pourront plus se connecter. Il est aussi possible d'invalider le mirror token, en gros une espèce de token de session. Donc on voit que Twitter ajoute encore des variantes à son protocole, mais c'est toujours un peu boiteux. Bon, depuis l'année passée, je me suis aussi amusé, alors là ça ne concerne pas directement l'API, mais j'ai fait des petits scripts rigolos, enfin moi ça m'a amusé pour transmettre plus que 100 caractères dans un tweet. Donc l'astuce, c'est d'utiliser des caractères Unicode dans lesquels on peut impacter plus d'informations. Mais bon, ça c'est pas trop le sujet aujourd'hui. J'ai aussi trouvé, je me suis amusé aussi à tirer parti finalement d'une faille sur iOS et OS 10, où en fait une séquence de caractères Unicode que j'ai trouvé en faisant du fuzzing, simplement, faisait crasher Cortex. Et cette faille, elle a persisté pendant plusieurs mois, elle a été un petit peu oubliée, puis elle a été redécouverte, donc les gens n'ont pas trop réalisé sur le moment, puis elle a été redécouverte au mois de septembre, où en fait sur un site russe, ces caractères Unicode sont réapparus, et les gens ont commencé à s'envoyer des messages comme ça, et donc en fait vous recevez une séquence qui fait crasher iOS, on relance le message, ça crash, on relance, ça crash. Donc il y a quand même un problème de sécurité. Mais ça c'est plus un problème sur iOS et macOS 10. Donc voilà, il y a même un article dans le monde informatique, tout ça pour dire que ça a quand même suscité pas mal d'intérêt. Et je pense qu'aujourd'hui ça en suscite toujours autant, notamment rapport à une prochaine entrée en bourse de Twitter. Bon, depuis Hack in the Box, donc c'était depuis le mois d'avril, je ne me suis pas occupé spécifiquement des problèmes de sécurité. En fait, j'ai continué de développer une librairie open source, etc. pour iOS et macOS 10 pour accéder à Twitter. C'est presque un effet de bord de ma précédente recherche. C'est un outil que j'ai construit, mais qui du coup est utile pour accéder à Twitter avec toutes les manières possibles, imaginables, depuis une application iOS ou macOS 10. Alors j'ai implémenté par exemple ce protocole, tout ça c'est documenté sur dev.twitter.com ou api.twitter.com. Il y a ce mode reverse auth. Alors en gros ça permet à une application, bon, c'est des obsessions alors je vais un peu vite, mais ça c'est une application, imaginez votre application que vous avez développée sur iOS, ça c'est le compte utilisateur entré dans les settings iOS. En gros c'est un protocole qui permet d'échanger l'identité, si on veut bien, ou l'accès de l'utilisateur sur iOS pour le donner à votre application à vous. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a deux problèmes avec ça. Une chose qui est pas mal, c'est que ça évite de mettre le secret dans l'application. En fait, je le mentionne parce que ça répond finalement à un problème qu'on avait soulevé dans le passé. Ça, c'est votre serveur. Vous avez le secret sur votre serveur, vous demandez des jetons, vous les envoyez à votre application, enfin en fait elle va les chercher, mais bref. Ensuite elle les envoie, mais avec l'identité d'iOS à Twitter, qui renvoie d'autres jetons, etc. Puis votre serveur peut accéder à Twitter au nom de l'utilisateur. Le problème avec ça, c'est que l'utilisateur qui donne la permission à une application d'accéder à son compte Twitter, il n'est pas du tout conscient, mais une fois qu'il l'aura fait et qu'il aura fermé son application, vous pourrez toujours accéder à son compte en son nom, et il est encore moins conscient que vous pourrez accéder à ces direct messages qui sont censés être spécialement protégés dans l'API. Bon, donc j'ai continué de développer ce framework, j'ai appelé ST-Twitter, une librairie. Puis dans les questions de l'année passée, il y avait cette question-là. Comment est-ce que Twitter fait la différence entre deux applications iOS qui envoient des requêtes par le framework? Bon, ben en fait, je ne savais pas, mais j'ai trouvé sur iOS 5 qui rajoute simplement un paramètre Application ID. Donc typiquement, le bundle ID iOS de l'application. Bon, ben sur iOS 6, iOS 7, c'est plus le cas, je ne sais pas pourquoi. Bon, et puis, en fait, je mentionne un petit peu tous les trucs bizarres ou curieux que j'ai trouvés en lien avec l'API Twitter. Donc déjà, quand vous créez un compte, vous allez sur mobiletwitter.com, vous devez remplir un CAPTCHA. Par contre, si vous allez dans les settings iOS, créer un compte Twitter, il n'y a pas de CAPTCHA. Donc évidemment, si on arrive à reproduire la requête émise par
par iOS, on arrive peut-être à créer des comptes en batch. Donc évidemment, on a trouvé. C'est typiquement en cas de sécurité par obscurité, on espère très fort que personne ne va aller voir. Puis il suffit d'aller voir. Donc c'est pas très compliqué. Donc tout ce que je raconte là, c'est dans un article qui est sur mon site où j'explique tout en détail. Là, je vous donne un peu les grandes lignes. Mais disons, l'idée, c'est que vous pouvez extraire la partie secrète utilisée par iOS pour signer les requêtes, pour qu'elles semblent provenir des settings iOS. Et donc, du coup, vous pouvez scripter la création de comptes Twitter. Et du point de vue de Twitter, c'est absolument non distinguable, on va dire, des requêtes légitimement émises par les settings iOS. Là aussi, alors en fait, une fois qu'on a récupéré cette partie publique, cette partie secrète des tokens iOS utilisés pour le sign-up, on peut s'amuser à demander des jetons d'accès, etc. Puis on voit que sur le site de Twitter, quelqu'un a mis MIAC ici. Test Sign-up Application, c'est ce qui est toujours utilisé dans iOS 7, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Il y a plein de choses bizarres comme ça. Ça aussi, ça j'ai fait ça hier soir. En fait, on se rend compte, là aussi, quand on lit la description, la spécification du protocole hôte, qu'en fait, c'est même pas vraiment du hôte, quoi. Par exemple, Twitter est censé valider le fait que le nonce, le timestamp et le token soient uniques parmi toutes les requêtes. C'est des paramètres qui font partie de la signature hôte. En fait, c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que vous faites une requête, vous pouvez la rejouer plusieurs fois. Alors bon, il y a une limite parce qu'il y a un timestamp et puis... mais bon, pendant les 5 prochaines minutes, vous pouvez rejouer la même requête. Aussi, le nonce, il est censé être variable et être unique. Mais c'est pas vrai, en fait, vous pouvez mettre 0 tout le temps, ça marchera très bien. Donc tout ça, en fait, ça affaiblit la partie cryptographique, la notion de signature des requêtes hôtes. Bon, la raison première pour laquelle j'avais commencé à m'intéresser à l'API Twitter, c'est qu'en tant qu'utilisateur, ça m'avait énervé de voir de la pub dans ma timeline. Et puis je m'étais dit, c'était un peu naïf, mais disons, je m'étais dit, bon, on va faire des requêtes à l'API, puis filtrer, puis je me fais un client en moi sans la pub, quoi. En gros, c'était ça. Mais en fait c'est seulement l'application officielle Twitter qui a la pub. L'API Twitter, elle n'enverra jamais de pub. Alors comment ça se fait ? Bon, je me suis dit, il y a une espèce d'API non documentée, on va trouver ça. Alors en faisant string sur Twitter, il y a plein de API endpoints qui sortent. Ça, c'est tous ceux qui sont non documentés dans la documentation sur le site. Donc évidemment, alors je les ai mis dans ma librairie, mais ils ne sont pas documentés, mais notamment, il n'y a pas de point qui renvoie la publicité. Bon, on va lancer un SSL proxy. Donc en gros, ça consiste bien sûr à observer la connexion entre l'application puis Twitter pour simplement voir quelle est cette mystérieuse API qui renvoie la pub. Ça, c'est vraiment par curiosité qu'on fait ça. Et puis ça ne marche pas parce que Twitter n'accepte pas le certificat du proxy, même si on l'a trusté sur le device, parce qu'en fait, il vérifie qu'il parle bien avec api.twitter.com. Bon, ça devient intéressant. Alors voilà comment j'ai fait. Je me suis dit, bon, je vais modifier le binaire, on verra bien. Alors ça, c'est la fonction, c'est un bout du désassemblage de la fonction où se trouve le contrôle de savoir si le certificat is pinned. En gros, c'est ça. En gros, il y a un test qui nous dit est-ce que le certificat is pinned. Ça, c'est le code équivalent pour ça. Voilà, puis à un moment, en fait, on va tester si R4 est vrai. Si il est vrai, donc le Z-flag sera à 0. Et si on arrive à modifier ce test, finalement, on arrive à modifier cette logique-là. Nous, ce qu'on veut faire, c'est, on ne veut pas faire ce test. Si le certificat is pinned, on va directement à cette adresse. Nous, on n'aimerait même pas faire le test, mais on aimerait aller directement à cette adresse. En clair, en changeant cette condition-là, on arrive à désactiver la vérification du certificat. Donc pour ça, il faut se référer, il y a plein de moyens bien sûr, mais on peut se référer à la documentation du microprocesseur. On trouve la documentation de l'opcode pour sauter, pour faire un branch non conditionnel. Donc c'est un 1-0, puis un offset décalé sur la droite. Alors on veut ce format, on sait de où à où on veut sauter. On prend cet offset en binaire, on le décale, et on fait un logique et on arrive à E090, ce qui en italien donne 90 E0. Et voilà. Et simplement en remplaçant ces deux bytes,
on a un code équivalent à ça. On a désactivé le test et on saute tout de suite. Donc voilà, en remplaçant finalement 2 bytes parmi 12 millions, il suffit de savoir où taper, on peut observer la requête passer, enfin, et on se rend compte que le paramètre, en fait, c'est PC égale true. Donc c'est un peu une enclume pour pas grand-chose, mais voilà, on a au moins la réponse de pourquoi est-ce qu'un client Twitter officiel affiche la pub et puis pas les autres. Voilà, j'ai essayé d'être bref parce que c'est une petite session. J'ai écrit, je mets continuellement à jour cet article qui explique en détail tout ce que je viens de raconter. Merci pour votre attention. Ok, donc la prochaine run, on a le privilège d'avoir Alok, encore cette année de Facebook, qui va nous parler de ses différents travaux qu'il est en train de réaliser. Et puis, pour information, il y aura aussi une deuxième conférence par Alok cet après-midi. Donc sur JSON-P. À toi, Alok. Bonjour, je m'appelle Alok et je travaille chez Facebook avec un collègue Erling. On arrive à mettre un petit peu moins fort. Ouais, parfait. On a regardé le JSON-P, qui est un protocole utilisé sur le web, et on a commencé à jouer avec et regarder quelles sont les failles qui existent. Et on a une chose à mener à une autre, et on est tombé dans le domaine des fichiers Flash et le format de fichiers Flash. Et on a commencé à faiser le format de fichier. On a fait, tiens, c'est marrant, cette propriété est documentée d'une certaine façon, elle se comporte complètement différemment. Et à la fin, on a fermé la boucle, on a trouvé un moyen de réinjecter le Flash dans le JSON-P. Donc, je vais aller vite, vu qu'il n'y a que 15 minutes, mais vous pouvez me poser des questions à la fin ou on peut en discuter à midi. Donc, le JSON-P, c'est un protocole qui permet de communiquer à travers les domaines. Donc, quand vous êtes sur, par exemple, facebook.com, Facebook n'a pas accès à vos emails sur gmail.com, car le navigateur web isole les deux domaines. Et dans la plupart des cas, vous voulez cette isolation. Enfin, Facebook a déjà plein de données, vous ne voulez pas des emails en plus. Par contre, imaginons une API pour partager certaines informations. On a envie de, par exemple, je vais faire l'exemple, une API pour partager nos préférences de pizza. Donc j'aime les pizzas avec du champignon et du gruyère, et j'ai envie que tous les sites sur Internet sachent cette préférence. Et donc le JSON-P, comment ça marche? Quand un site va accéder à une information, il va faire un tag script où il met api.pizza.com et il met un callback avec un nom d'une fonction. Et dès que les données apparaissent, cette fonction est appelée avec cette valeur. Donc, c'est pas vraiment un protocole, c'est plus une convention. C'est les gens sur Internet, les différents sites se sont mis d'accord qu'on va appeler la fonction qui est donc callback dès que les données sont prêtes. Et donc, qu'est-ce que le serveur API il répond avec le callback et il encode les données en format JSON, d'où le JSON-P dans le nom. Et donc la convention, c'est de recopier le callback. Donc il y a 3 types de providers. Le premier type, c'est les providers stateless. Imaginons, vous allez sur weather.yahoo.com, vous avez la météo, c'est une API qui n'a aucun état. Ils n'ont pas besoin des cookies et ils n'ont pas besoin d'un token. Parce qu'on peut répondre à la question quel temps fait-il, par exemple en Californie, il fait beau tout le temps. C'est stateless. Le deuxième type de provider, c'est des providers, par exemple graph.facebook.com, où on passe un token. L'avantage d'avoir un token, c'est qu'on peut avoir une forme d'authentification. Donc, quand vous êtes sur graph.facebook.com, vous pouvez choisir, vous voulez partager certaines préférences avec certains sites, mais pas avec d'autres sites. Donc, vous avez une requête graph.facebook.com, et il y a un grand token à la fin de la requête. Mais vous pouvez aussi fabriquer des endpoints qui utilisent des cookies. Et donc, par exemple, l'API Pizza, elle regarde vos cookies et elle répond, quel que soit le site. C'est une API universelle. Donc, la première question, c'est peut-on faire confiance à la réponse de api.pizza.com?
Et tous les slides en noir, la réponse est non. Donc c'est simple. Si l'API Pizza répond avec du script, ce script va être exécuté dans le contexte du site qui va pomper l'information. Donc on a une cross-site sur le consommateur de l'API. Donc c'est un problème qui peut être résolu en faisant du sandboxing avec différents domaines. Je vais sauter cette étape. La deuxième question, c'est peut-on faire confiance au callback? Et la réponse est non. Donc un site malicieux peut créer une iframe, et cet iframe, c'est la réponse de l'API qui est censée du JavaScript, va exister dans une iframe. Donc le problème, c'est par exemple curl une callback avec du HTML. On voit. Voilà. J'ai des codes de couleur. Donc l'API pense que la réponse est du JavaScript, donc je l'ai mis en bleu. Le browser pense que la réponse est du HTML, ça commence par HTML, veut dire un script tag. Quand on a un environnement où on a deux entités, une entité qui pense que le format des données c'est du HTML, l'autre qui pense que c'est du script, du JavaScript, le résultat c'est une XSS. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met content type application JSON. C'est un header qui va dire au browser c'est pas du HTML, c'est du JSON. Peut-on faire confiance à content type? La réponse est non. Il y a à peu près peut-être 5 à 10 ans en arrière, on a découvert que dans IE, si on a une page, par exemple index.php, on ajoute un /foo.html, Internet Explorer va commencer à faire du MIME sniffing, donc ils vont regarder la valeur du retour et ils vont essayer de déduire le content type. Donc ils ont inventé un nouveau header qui s'appelle xContentType no sniff. C'est un header qui dit faut utiliser le content type, n'essaye pas de sniffer. Peut-on faire confiance au xContentType? La réponse est non. C'est un peu le même problème qui se répète de nouveau. Donc si on a un tag object, on peut mettre le type du tag. On peut dire c'est l'application xShockwave. Et le type qu'on met dans le tag, il prend une priorité plus importante que le header du serveur. Et ça, c'est un bug connu depuis au moins 3 ans. Donc, la question est qu'est-ce qu'on peut faire quel est le type de fichier flash qu'on peut faire qui tiendrait dans une callback? Donc, on peut se dire si la callback est limitée à des caractères A à Z, 0,9 et peut-être 256 bytes, on ne peut pas créer un fichier flash, ça semble bizarre. Donc on va aller regarder le format de fichier flash. Donc il y a une signature, c'est 3 bytes. Ensuite il y a une version, il y a la longueur du fichier, il y a des informations. Et rect, c'est une information binaire. Donc vous allez très vite avoir des bits qui vont sortir de la zone ASCII. Donc ça c'est la spec. La signature c'est FWS, CWS, ZWS. La version c'est ignorer si c'est pas correct. La longueur c'est ignorer. En fait tout est ignoré si c'est pas correct. Donc ça c'est la spec et le player ne correspondent pas. Ensuite, il y a deux types de bytecode dans un fichier flash. Il y a doAction et doABC, c'est pour des questions historiques. doAction, il y a peut-être une centaine ou peut-être 50 bytecode, et c'est tout du code avec 1 byte. Et donc c'est documenté, il y en a une cinquantaine. Tous les autres, c'est des no-op, donc ils sont acceptés. La machine virtuelle flash saute le byte qui n'a pas de sens. Et donc, invalid doAction égale no-op. Donc, on a pas mal de flexibilité sur notre fichier flash. On peut mettre des bytes qui ne sont pas valides et le player flash va les ignorer. Donc, on va regarder 3 types de fichiers flash. FWS, il n'y a pas de compression. Et donc,
on est obligé d'avoir un byte 00 à la fin. Et souvent, donc, quand on a une callback, le serveur ne va pas accepter un byte à 0, un null byte. Donc, ce n'est pas très utile le FWS. Le CWS, ça utilise un algorithme deflate. C'est un algorithme avec des arbres de Huffman. Et il y a 3 types de compression. Et on a pas mal de flexibilité dans le CWS. Donc, typiquement, quand on veut compresser une chaîne de caractères comme AAA, BB, CD, le compresseur va générer 4A, 2B, CD. Je simplifie énormément l'algo de compression. Mais rien ne nous empêche de dire c'est A, puis 3A, puis 2B, puis CD, ou 2A, puis 2A. Donc le fait qu'on a pas mal de choix dans la représentation du stream compressé veut dire qu'on peut commencer à s'attaquer au domaine ASCII, rester dans le domaine ASCII et générer des fichiers flash qui sont corrects. Donc CWS, c'est la compression sans compression. Aucune idée pourquoi ça existe. Ensuite, CWS avec byte 01, c'est compressé avec des arbres de Huffman fixes. Et donc, ce qu'on a fait là, c'est on a trouvé ce petit fichier flash. Ça, c'est du flash, c'est une applet. C'est une applet universelle, elle prend le caractère E dans l'URL, le paramètre E, et l'évalue comme du JavaScript. Donc, c'est assez pratique d'avoir un exploit universel. Et la façon dont on a créé celui-là, c'est on a mis sur des post-it les bits du byte stream compressé et on a joué avec les post-it sur un tableau blanc jusqu'à ce qu'on a aligné tous les bits qu'on voulait dans le bon ordre et tout le reste on a rempli avec ce qui nous arrangeait parce que le player flash fallait l'ignorer. Donc la flexibilité du player flash nous a permis de créer cette applet, je crois que c'est 80 bytes et on n'utilise pas, on reste dans le domaine ASCII tout le long. Et donc ensuite, on a aussi des arbres dynamiques, et ils sont beaucoup plus compliqués. Pour faire la compression avec des arbres dynamiques, on n'arrive pas à faire ça avec des post-it et des bits et un tableau blanc. Là, on commence à devoir faire de la recherche sérieuse. Et ZWS, c'est un autre algorithme de compression, on n'a pas du tout regardé dedans. Je pense que ça devient un peu plus compliqué que de faire à la main. Et donc, ça nous amène à la question. Celle-là, la réponse n'est pas non. C'est quel est le jeu de caractères le plus petit qui permettrait de créer une applet flash? Et ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Donc, je sais que c'est plus petit que l'ASCII, mais est-ce qu'on peut rester entièrement de A à Z 09 ou uniquement de A à Z? C'est une très bonne question. Et l'exploit flash qu'on a créé, c'est un tremplin en JavaScript. Donc pour des questions de cross-domaine, c'est pas très intéressant de retomber dans du JavaScript depuis Flash. Donc est-ce qu'on arrive à créer un tremplin Flash qui emporte une autre applet Flash? C'est aussi une très bonne question qu'on n'a pas réussi à répondre. Et donc comment est-ce qu'on se protège contre toutes ces attaques? Donc la première chose à faire, c'est mettre content type application JSON, parce que certains browsers regardent ce header et l'acceptent. Ensuite, mettre xContentType noSniff pour Internet Explorer. Et ensuite, Facebook met un commentaire JavaScript vide et ça casse le parseur Flash et ça permet de garantir que le callback n'est pas du code Flash. Google, ils mettent 2 slash et un retour de ligne. C'est la même chose, c'est un commentaire vide. Donc, on a discuté avec eux et puis on l'a dit, c'est utile de mettre un commentaire vide au début. Certains sites mettent juste un espace suivi du callback, ça suffit. Donc ça explique un peu pourquoi. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment documenté, mais la plupart des sites mettent un caractère avant de mettre le callback. Et ensuite, petit sugus pour la fin, si le contenu de la réponse JSON contient un pourcentage PDF-10, le browser va réinterpréter la réponse comme du PDF qui peut contenir du JavaScript et on retombe sur le premier slide. On a de nouveau une XSS sur le provider. Donc voilà, merci d'être venu. Est-ce qu'il y a des questions?
C'était mon adresse email. Si ouais. Pour exploiter la faille, en fait, il faut avoir la main sur la... Non. Si on revient... Si on revient là-dessus, un site malicieux utilise une iframe qui contient le provider de l'API, mais on n'a pas du tout la main sur le provider. La seule manipulation sur le provider, c'est le paramètre callback. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions. Bah, merci Alok, au nom du forum. Tiens, un peu de douceur aussi. Pour cet après-midi, l'énergie. Voilà, c'est au tour de Jean-Philippe Aumasson qui va nous parler du password hashing competition. Donc voilà. Bonjour. Jean-Philippe, je bosse pour un des sponsors. Alors moi je suis habitué au RAM Session, les confs crypto, c'est super rapide, c'est entre 1 et 5 minutes, donc je vais sûrement être plus rapide. Je pense que vous connaissez tous le problème du stockage des mots de passe. J'utilise un peu le micro. Peut-être si vous n'avez pas vécu dans une cave ces derniers mois, vous avez vu des choses comme ça, où des sites se sont fait hacker, des mots de passe sont fait pirater, donc en gros c'est des tables de hash qui sortent, et là les gens après retrouvent les mots de passe à partir des hashes. Donc, beaucoup de personnes sont affectées, dans le cas d'Evernote 50 millions, les Link Social 50 millions aussi, Reputation.com, Ubisoft aussi, donc des gens comme Bohemia, gros éditeurs de jeux vidéo, même le Nasdaq. Donc on voit que les grosses organisations n'ont pas forcément les bonnes pratiques, Ubuntu aussi, etc. Donc effectivement un problème que personne ne sait vraiment comment protéger les mots de passe. Même ce genre de personnes, il y avait LinkedIn l'année dernière. Il y a... Pardon ? Accessoirement, oui. Donc il y a plusieurs solutions. Ce qu'on a fait traditionnellement, c'est dire aux utilisateurs de prendre un mot de passe de 16 caractères, random, Unicode, avec des caractères chinois, des accents, capitales minuscules. On s'est vite rendu compte que c'est pas facile de mémoriser 75 mots de passe à 16 caractères incompréhensibles. Donc une solution, c'est de sécuriser le serveur, de s'assurer que ce ne sera pas compromis, qu'il n'y aura pas de database injection, qu'il n'y aura pas de vulnérabilité du tout. En pratique, c'est pas vraiment réaliste, c'est pas vraiment possible, effectivement ça marche pas. Et l'autre solution, c'est vraiment adresser le problème à la racine, de stocker les mots de passe d'une façon sécurisée, en employant une technique de hash qui est plus robuste que les choses qui se font actuellement. Donc je fais un petit historique de ce qui se fait, ce qui se fait pas. Donc dans les années 60, quand les mots de passe sont arrivés, on stockait juste les mots de passe en clair, il n'y avait pas vraiment d'attaquant, donc ça posait pas trop de problèmes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens continuent à le faire, et on leur dit d'utiliser un hash, et des fois ils utilisent un hash pour comparer les strings, mais même s'ils stockent le clair. Donc bon voilà, il y a des gens qui réfléchissent pas. Une autre solution qui est arrivée un peu plus tard, c'est de juste faire un hash. Donc là, c'est one way, au sens si on a le hash, on ne peut pas remonter au mot de passe directement. En revanche, on peut faire des attaques brute force où on teste tous les mots de passe possibles jusqu'à ce qu'on tombe sur un bon mot de passe. Et il y a même des techniques plus intelligentes où on précalcule des grosses tables, donc les techniques Rainbow Devils par exemple, où on va retrouver les mots de passe super facilement, très rapidement, après avoir fait des gros calculs pour stocker des tables. Une contre-mesure, c'est d'utiliser un salt, un cell. Donc l'idée, c'est de simuler des fonctions différentes. Et comme les tables précalculées sont spécifiques à une fonction, les rainbow tables, ça n'a pas marché. Parce qu'il faudrait une rainbow table différente pour chaque sort. Et ça, on ne peut pas le faire. En revanche, les techniques par dictionnaire et par brute force sont essentiellement aussi puissantes, si on attaque une cible en particulier. Donc ça ne fait pas vraiment une grosse différence en pratique, surtout aujourd'hui avec les attaques avec les GPU ou les FPGA. Ce qui est un peu state of the art, c'est d'utiliser une fonction où on va pouvoir paramétrer le coût du hash. Donc en gros, si la fonction elle est 100 fois plus lente, tester les mots de passe, ça sera 100 fois plus lent. Donc si au lieu de prendre une journée, ça prend 100 jours, on y gagne quand même. Donc d'une part, c'est toujours one way, ça protège toujours contre les time memory trade-offs. Les attaques par dictionnaire et brute force sont beaucoup moins efficaces. Bon, si votre mot de passe 1, 2, 3, 4, ça marchera toujours. Et l'idée aussi, c'est de le faire l'engineering de la façon suivante, d'optimiser la performance pour la machine du défenseur, pour que ce soit plus rapide, par exemple, sur un processeur de serveur, et de réduire l'avantage d'un attaquant. Donc un attaquant, il va avoir une autre infrastructure, d'autres devices, typiquement des GPU ou des FPGA,
Donc le GPU, si c'est pas ESAP, sera forcément plus rapide pour certaines métriques, mais l'idée c'est d'utiliser des techniques qui vont faire que qui vont minuer son avantage. En fait, il ne faudra pas vraiment utiliser toutes les propriétés de son GPU. Donc, comme il n'y a pas vraiment de solution adéquate pour le moment, on organise une compétition qui s'appelle Password Hashing Competition. C'est dans l'esprit des compétitions précédentes. Il y avait AES, donc pour l'algo de chiffrement AES, eStream pour le Stream Cipher, SHA-3 qui est organisé par le NIST. Donc AES, SHA-3, le but c'est de faire un standard fédéral américain. eStream c'était plutôt académique. Et là il y a PHC et César qui commandent. Donc César c'est pour chiffrement authentifié. Nous l'idée c'est de rassembler les gens, disons les plus actifs dans le domaine, que ce soit donc, des cryptographes, des gens qui cassent des mots de passe, des ingénieurs software, donc un petit peu tous les acteurs du domaine, rendre ceux qui sont un petit peu à la pointe de la recherche là-dessus, et donc pas leur demander de créer quelque chose, mais d'être dans un panel d'experts qui va évaluer les soumissions qu'on va recevoir. Donc, comme notre compétition c'est un truc ouvert, n'importe qui, moi, vous, tout le monde peut soumettre quelque chose, on a une idée, on envoie une spec avec du code, et donc c'est ouvert. Il y a juste des restrictions au niveau propriété intellectuelle, il ne faut pas qu'il y ait d'IP, comme les autres, mais sinon c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc là on a des gens de l'industrie, des gens de l'académie, des gens, je ne sais pas trop ce qu'ils font, mais donc l'idée c'est d'avoir un bon mix de compétences. La timeline c'est la suivante, on a fait Call for Submissions, donc là au premier trimestre 2013, on a donc détaillé un petit peu tout ce qu'on attendait, les critères d'évaluation qu'on va avoir, et donc ce qu'il doit y avoir formellement dans la soumission, donc du code qui compile typiquement. On recevra les soumissions, donc la deadline c'est le 15 janvier 2014. Comme cette compétition, on va analyser, donc tout le public va analyser les algos qu'on va recevoir, parce que tout sera public, on va publier toutes les specs, tout le code. Les gens vont essayer de l'implémenter, on va avoir peut-être une petite idée de ce qui est le mieux ou pas. On va en shortlister quelques-uns, et finalement, donc, la target c'est environ Q2 2015 pour choisir un ou plusieurs algorithmes. Donc peut-être qu'il y en a un qui sera super bon, vraiment au-dessus des autres qu'on prendra. Peut-être qu'en fonction des applications, il y aura quelque chose qui sera mieux, je sais pas, pour les applications mobiles, un pour des serveurs web typiques, un autre pour des langages de scripting. Donc on ne sait pas trop ce qu'on va recevoir, ça va être un petit peu ad hoc, mais je suis sûr qu'on aura des très bonnes choses. Donc comme notre compétition, l'esprit ce sera quand même un bon esprit, mais un peu le côté Destruction Derby, où tout le monde qui se met veut gagner par définition, donc on va essayer un petit peu de taper sur les autres. Donc le schéma d'incentive est intéressant au sens où ça encourage tout le monde à faire de la recherche. D'une part peut-être pour se faire un nom, pour publier des articles, pour faire avancer les connaissances, et aussi les gens qui ont soumis pour encourager leur soumission. Donc, pour l'instant ça a marché, on espère que ça va continuer à marcher. Donc, je vous l'ai dit 15 janvier, c'est 31 janvier, tant pour moi. Il y a une conférence qui a été organisée cet été à Las Vegas, qui s'appelait PassportCon. Il y a une seconde édition qui est organisée à Bergen, en Norvège, donc dans 46 jours, 21h51 minutes. Le Call for Paper c'est encore ouvert, et là l'idée c'est un peu de s'associer à la compétition et de demander des soumissions dans le domaine des mots de passe et de l'authentification en général. Donc que ce soit, ce que Nicolas pointait avant, des tokens d'authentification, ça peut être dans le scope de la conférence, c'est des nouvelles techniques pour craquer des mots de passe, ou alors une nouvelle idée pour les protéger, que ce soit du hash ou pas, ou alors une étude empirique sur la qualité des mots de passe dans votre organisation. Enfin, tout ce qui a trait de près ou de loin au problème en question, donc l'authentification des utilisateurs, les mots de passe, et tout ce qui va avec. Donc il n'y a pas vraiment de deadline pour la soumission, il faut juste soumettre avant le début de la conf. On a un site passwordhashing.net, donc là-dessus on a tous les détails sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment. Il y a le code for submissions. Ah oui, j'ai mis le Wi-Fi off, ça marche moins bien. Mais voilà, donc l'idée, il y a un FAQ qui explique un petit peu le principe en général, la motivation, qui répond à certaines objections qu'on a reçues. Donc voilà, je vous encourage à aller voir ça, et si vous êtes motivé à soumettre quelque chose. Merci pour votre attention. Donc André Lichty, merci d'être venu. On va nous parler d'une librairie qui est super sympa, qui permet de faire un serveur d'authentification OATH, donc les fameux petits tokens fêtiants que Nicolas a essayé de casser. C'est des tokens OATH, time-based. Il va nous parler de ça sur la plateforme Raspberry
Pour combien? 35 $ en vrai? 35 $. Ouais. Ok, allez, à toi. Magnifique. Donc, un serveur d'authentification pour 35 $, puisqu'on va utiliser une plateforme un petit peu spéciale. Alors, le serveur d'authentification en 10 slides, puisqu'on aura à peu près 10 minutes. On va commencer par la naissance du projet, la conception de la librairie multi-OTP qu'on va utiliser. Ensuite, il y aura les tokens supportés, un déploiement des tokens à large échelle, puisque c'est bien beau de faire un système d'authentification, mais s'il faut commencer à donner à chacun un petit token en hexa, ça va être un peu compliqué. Ensuite, nous aurons le choix de la plateforme matérielle, une mise en place du serveur d'authentification, comment ça va se passer, une vue d'ensemble d'une utilisation, l'intégration dans d'autres produits de cette librairie, un roadmap pour les prochaines versions, et puis une petite séance de questions-réponses. Alors la naissance du projet, en 2009, il y a eu un premier POC pour implémenter en fait en PHP le protocole qui s'appelait MOTP, qui est en fait un peu un dérivé de TOTP, HOTP, mais en open source, et qui permet aussi d'avoir un pin code qu'on saisit sur le device, ce qui fait que ça rend le système un peu plus sûr. En 2010, j'ai créé une classe qui supportait le TOTP et le HOTP. En 2011, on a un petit peu amélioré tout ça. Sylvain s'est un petit peu occupé de cette librairie pour faire 2-3 POC. Et puis on a fait un atelier pratique lors de l'ASFVS 2011. En 2012, il y a eu un déploiement plus large et des retours d'utilisateurs, plus mes propres retours, parce que j'ai des essais, les gens qui me disaient ça c'est pas bien, il faudrait rajouter. En 2013, on a ajouté pas mal de nouvelles fonctionnalités, envoi de tokens par SMS, des générations de listes à biffer pour les gens qui n'avaient plus leur téléphone ou plus de batterie, un provisioning par QR code et ou par URL, une utilisation du client-serveur avec du cache local, et puis encore une possibilité de stockage dans une base de données, genre MySQL, puisque vous verrez au début, l'implémentation est un petit peu différente. Donc le but de la librairie, alors il existe déjà plein d'appareils, sûrement plein de technologies, plein de langages, également aussi des autres solutions open source, notamment sur Java, etc., mais c'était toujours assez lourd. Donc je m'étais dit naïvement, allez, on va essayer de faire une librairie qu'on puisse utiliser partout, y compris sur un hébergement à 150 francs chez un provider vraiment pas cher. Donc on a fait une implémentation légère sous la forme d'une classe en PHP. La librairie, on s'est dit, bah voilà, parce que voilà, vous donnez ça à quelqu'un qui débute en authentification ou même en PHP, il fait des requires, il ne sait pas dans quel sous-dossier il est, c'est un peu compliqué. Donc la librairie, elle tient dans un seul fichier. Je vous rassure, quand on développe, il y en a quand même plusieurs, mais à la fin, on met tout ensemble et ça fait un seul fichier que la personne peut télécharger. Il fait un require et il a son authentification forte qui fonctionne, y compris la génération des QR codes. Donc on a utilisé plusieurs autres librairies open source, mais on les met toutes ensemble dans un seul fichier à la fin. Il existe également un outil en ligne de commande qui implémente la librairie. Ben là on a fait un petit stub autour de la librairie. Aussi on l'a ajouté avec le fichier, ce qui fait qu'on a toujours en un seul fichier, on a un système en ligne de commande qui permet de tout faire. Et finalement, on avait décidé de stocker ça dans une hiérarchie avec des fichiers plats. On se dit, mais c'est bizarre, il y a plein de bases de données, tout ça, même SQLite et tout ça. L'idée, c'était vraiment d'avoir la chose la plus légère possible pour qu'on puisse faire tourner ça partout. Donc, raison pour laquelle on a fait du stockage sur fichier plat. Je vous rappelle, c'est pour l'authentification, on n'a pas 10 000 requêtes à la seconde non plus, donc ça supporte très bien la charge. Les tokens supportés, comme je vous l'ai dit, au début on supportait du mobile OTP, MOTP sur source.net, donc c'est time-based, il y a une saisie du code PIN sur le device sur lequel on installe le token, qui est donc un token software. Et puis alors, tout le monde s'y est mis, donc on peut en trouver sur Android, iOS, Windows Mobile, Palm, Ameo, HTML5, Java, JavaScript, enfin voilà, ça existe. Ensuite, on a implémenté les protocoles, les vrais, enfin en tout cas ceux qui sont normalisés. Donc on a implémenté de l'HOTP et du TOTP sur les RFC correspondantes. L'OCRA, c'est encore à venir, il faudra qu'on s'y mette. Le déploiement des tokens à large échelle, ben voilà, au début on n'avait pas fait de QR code, on s'est dit c'est super, on va faire des authentifications fortes. Alors soit on a des clés qu'on peut apparemment casser si on se donne la peine. Donc voilà, Fetian nous avait donné pas mal de clés, on s'était bien amusé aussi en 2011, on avait essayé ça avec notre librairie, ça fonctionne toujours, mais on s'est dit, ce qui serait peut-être bien quand même, c'est de pouvoir générer des tokens software. Déjà ça va coûter rien du tout le monde a un iPhone, un Android, quelque chose, même un Windows Phone peut-être. Là, je suis définitivement convaincu, je n'en prendrai pas. Et puis, pour le provisioning, on s'est dit, voilà, on va faire des QR codes. Donc, le système, on a intégré dedans un système qui permet de générer, on met un template. En fait, le template se remplit avec les informations QR code propres à chaque personne, ce qui fait que vous pouvez imprimer une feuille HTML par personne.
vous y envoyez, et puis il a l'application à flasher pour son smartphone, et ensuite il flash son QR code, et puis voilà, il est préchargé avec son token personnel. Petit avantage par rapport par exemple à SecureID, il n'y a pas de base de données qui existe, puisque c'est vous-même qui générez vos codes. Vous êtes en tout cas quitte de vous faire piquer votre base. En tout cas, si vous la faites piquer, c'est que de votre faute. Si vous achetez un autre produit et puis que la base existe chez le fabricant, c'est aussi un peu de sa faute. Au niveau du choix de la plateforme matérielle, alors là aussi on s'est dit si on veut faire un truc vraiment bon marché, alors j'ai vraiment trouvé une plateforme qui coûte 35 $, que j'ai ici. Hop, c'est pas très grand, ça consomme même pas 5 watts. Ça tourne avec, on fait tourner du Debian dessus, c'est facilement disponible, c'est supporté par une large communauté. L'alimentation se fait via micro USB, un CPU de 700 MHz en ARM qui suffit largement, 512 MB de RAM, et puis pour la flash, voilà, vous mettez votre carte préférée. Donc vous voyez, j'ai menti, c'est 35 francs, vous devez encore acheter une flash, et retenez une petite boîte. Puis après, pour le sommet du sommet, si vous êtes vraiment impliqué dans la sécurité, vous dites ouais, je n'ai vraiment pas envie qu'il parle avec Internet, je vais le mettre dans une DMZ, il n'a pas de real-time clock, donc il y a un petit gars qui fait des real-time clock pour 12 € que vous pouvez mettre dans votre Raspberry. Voilà. C'est aussi l'avantage de partir sur une base qui est existante. Donc voilà, une fois que vous avez tout ça, vous êtes bien content. Il reste encore à mettre tout ça en place. Donc comment ça fonctionne, vraiment en gros. Vous installez votre Debian Wheezy, coup de bol, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait pour vous, donc il y a une distribution Wheezy qui existe pour le Raspberry, vous téléchargez, vous flashez, et 10 minutes après vous êtes en Wheezy. Ensuite vous installez les packages minimaux nécessaires pour l'application, FreeRadius, Nginx si vous voulez un web server, et enfin PHP. Et puis évidemment vous installez la librairie multi-OTP. Pour l'installer, il y a un petit fichier README qui vous explique les 2-3 trucs à rajouter dans FreeRadius, et tout se passe bien. Une vue d'ensemble d'utilisation, donc comme je vous l'ai dit, on va envoyer un QR code à la personne et elle va le flasher, ou vous avez aussi des tokens que vous avez distribués, et puis là à ce moment c'est vous qui connaissez les tokens, qui vous les attribuez à la personne. Les gens vont arriver sur votre site, ou sur le device, etc. Ils pourront mettre un nom, un mot de passe, l'OTP. La requête va se faire en radius sur ce petit machin-là, et ensuite l'authentification va être acceptée ou non. Intégration dans d'autres produits, juste pour citer quelques produits open source également, il y a un multi-OTP One-Time Password Credential Provider pour Windows, qui en fait utilise la version ligne de commande de multi-OTP, ce qui fait que avec un serveur open source, vous pouvez avoir l'OTP sur votre authentification Windows, ça marche depuis Windows Vista, Windows 8, serveur 2012, etc. Vous avez un One-Time Password Backend pour OwnCloud, donc le cloud open source également. Il y a toujours le POP que Sylvain avait fait pour faire du PHP admin avec l'authentification forte, ou encore par exemple l'authentification forte pour un extranet et d'autres choses. Il y a des gens aussi qui ont eu des idées assez intéressantes, c'est de prendre des tokens FETIAN, de les planquer un petit peu partout dans les entreprises, et en fait le garde il doit passer à chaque endroit, puis il doit presser sur le token, il voit le code, il doit le mettre dans l'application, puis comme ça on est sûr qu'il allait là-bas. Voilà. Puisqu'en fait le code, c'est pas si bon. Roadmap pour les prochaines versions, donc pour décembre 2013, on est en train de rajouter encore quelques fonctionnalités. Il va être prêt pour la certification OATH, donc Initiative for Open Authentication. Je vois que Kudelski est sponsor principal, Nagra ID par exemple fait partie de OATH. Ça permet de certifier les produits d'authentification forte pour être sûr qu'ils fonctionnent entre eux. Il y aura un lien, le lien avec un serveur centralisé LDAP Active Directory, ce qui vous permettrait de faire clic, et puis ça va vous générer automatiquement un QR code pour tous vos utilisateurs dans l'Active Directory. Un support des fichiers de provisioning PSKC version 12 qui sont encryptés. Si vous recevez des clés hardware, Vasco par exemple, vous allez recevoir un fichier encrypté, donc le système va pouvoir les importer. Une attribution automatique de tokens hardware, vous allez pouvoir distribuer les tokens, les gens vont mettre leur nom, et puis à la place du mot de passe, ils mettront le numéro de série. Et si le token n'a jamais été attribué, hop, ça l'attribue à la personne. Ensuite, une synchronisation automatique des tokens. Si vous l'avez dans la poche, vous avez un vieux token qui était basé sur le nombre de clics. Vous pourrez le resynchroniser automatiquement. Vous mettrez les deux mots de passe de suite à la place d'un seul, ça synchronise. Et enfin, une importation d'utilisateurs en fichier CSV. Si quelqu'un a une base de données, je ne sais où, il pourra générer ça depuis là. Et enfin, une interface web basique pour cette version open source. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'ai une question. Oui. Est-ce que ça fait pas mal de temps que tu as développé la librairie?
ce que tu vois ces derniers 6 mois, une augmentation de download, est-ce qu'on voit quelque chose qui bouge? C'est quand même assez récent que j'utilise l'OTP. Ouais. Alors ça bouge pas mal, et puis j'ai des choses intéressantes, puisqu'en fait maintenant je commence à avoir des sponsors sans vraiment leur demander, puisque j'ai un gars au Danemark qui m'a dit ah oui écoute, ce qui serait bien effectivement, ce serait de pouvoir importer les pièces cassées, parce que maintenant j'utilise le produit Intel, et puis voilà, c'est un petit peu nul, mais le seul truc qu'il sait faire c'est importer ça, donc voilà. J'ai dit ouais ok, je vais faire ça une fois, peut-être l'année prochaine, puis voilà, il me dit ouais, je te verse 600 €, tu fais ça pour la fin de l'année, voilà, des choses comme ça. Donc effectivement ça se développe. J'ai une université en Chine qui doit utiliser ça pour 40 000 étudiants. Donc là ma femme a failli me tuer, m'a dit mais pourquoi tu l'as pas vendu? J'ai dit bah s'il l'avait vendu, il n'avait pas pris. Voilà. Et puis on a aussi une version commerciale qui est en préparation, mais ça c'est un peu débat. Voilà. Oui? Est-ce que vous prévoyez du token software? Alors justement, ça supporte le token software en faisant le provisioning QR code. Dites-moi. Pour la partie laptop ou PC. Voilà. Alors là, parce que le device, c'est bien, hein, ouais. Le hardware. Mais après, la gestion des piles, la perte du hardware, alors, il y a toute une ouais, organisation. mais comme je vous l'ai dit, donc vous pouvez le mettre aussi sur votre smartphone. Ce qui fait qu'en fait, votre smartphone va générer le token. D'accord, mais... Et sur le PC, ça marche aussi, puisqu'en fait, ça marche en HTML5. Donc en fait, vous avez, ça existe déjà en fait, des générateurs de tokens, la norme est connue, donc il en existe en open source, tout ce que vous voulez sur toutes les plateformes. Ça existe déjà en fait. Je peux vous donner ça en bilatéral après, si vous voulez. Voilà. D'autres questions? Merci André. Voilà, merci beaucoup. Merci Nicolas, merci. Voilà, donc on a Patrick, merci Patrick hein, de l'impro. Qui va nous faire une ramp session sur... Je te laisse présenter, c'est plus simple. Ouais. Moi, je vais faire un truc assez rigolo sur le fail des agencies. Autant... Donc je profite, il reste encore peut-être... il y a encore une autre room qui va être après. S'il y a encore un candidat ou une candidate, on a encore un petit peu de temps jusqu'à midi. Même si ça dure 2 minutes. Voilà, donc ça va durer, je pense, 2-3 minutes. C'était juste histoire de faire un truc un peu rigolo, en se passant d'un point de vue client. Donc, en tant que client, on fait souvent appel à des agences, soit de pentest, soit de fournisseurs de services. Et on remarque que dans tous les cas, des fois, il y a des fails. Donc, soit c'est politique, il faut bosser avec cette agence-là, on la reçoit et on la sent pas très bien. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. On veut faire un pentest sur quelque chose, enfin dans un domaine, et on parle avec les agents, ils nous envoient pas des seniors, on va dire un étudiant qui sort, qui ne connaît pas très bien le domaine, il pose 2-3 questions, il répond mal. Alors, du coup, on s'est dit, on va placer dans notre DMZ un serveur pourri. Donc on va voir ce qui se passe, donc un truc Apache à OTT avec un Pro FTP vulnérable à un remote route. Donc le truc, voilà, bien pop, on l'a activé juste le jour du pentest. Ils arrivent 2 semaines après, ils nous présentent un super rapport Nessus ou je sais pas quoi. Et puis on regarde, Apache outdaté, ouais, Pro FTP, Anonymous, machin, rien d'autre. Ok, c'est super, le mec de nous présenter, il est là, c'est un étudiant, je sais pas quoi. Et on lui pose des questions, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ah mais c'est marqué dans le rapport, c'est là, mais il y a un remote route là-dessus, c'est quand même dangereux. Vous êtes sûr? Ah bah oui, je suis sûr, c'est moi qui l'ai mis. Alors là, de nouveau, comment est-ce qu'après, en tant qu'entreprise, on peut faire confiance à la suite du rapport? Donc, ils ont audité sur ma machine, il y en a une qui est pourrie, ils ne l'ont pas vue. Alors, s'il y a des choses pas bien sur les autres, voilà, on a perdu du temps et de l'argent. Voilà, c'est un gros fait de boîte de sécurité. Après, il y a la même chose pour les implémentations de soft, où des gens dans les départements font des choses à l'aveugle, choisissent une entreprise qui arrive, ils font du marketing, on a travaillé avec des super entreprises prestigieuses, c'est implémenté sur leur serveur, ça marche. La liste de clients est géniale, le soft est génial, on l'installe. Donc ça, c'est un cas qui nous est arrivé il y a une semaine. Les gens sont arrivés, ils nous font la présentation, la démo avec les gens, on a implémenté ça. On regarde, c'est où ce serveur? Ah, ok, ils ont mis un mutualisé chez Infomaniac. Ok, étrange comme concept pour des informations un peu sensibles. Donc
les gens faisaient la présentation, là, les gens qui ont fait le soft. Et puis je commence à jouer en même temps avec l'application. Puis là je suis là, oh, Blind SQL, oh, XSS. Puis je commence à regarder le développeur, puis je fais, mais c'est normal ça? Puis il me regarde, je fais, ah, vous comprenez pas de quoi je parle? Ça fait peur. Oh, ah, mais si vous voulez, vous pouvez jouer, vous pouvez prendre un rapport, ça serait sympa. Et puis je dis, mais ok, déjà pour notre admin, vous l'avez mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je trouve que comme politique de sécurité, c'est pas top. Ah ouais, mais s'il le change pas, c'est pas notre faute. De toute façon, ok, c'est un guignol, il aurait dû le changer. Le soir, j'arrive, je commence à jouer avec l'application, en 10 minutes, arbitrage file download, upload de PHP, backdoor, fait le script, récupère la base de données. Les clients prestigieux, ben, ils m'appartiennent tous, hein, c'était sympa. Les autres sites, ils ont le même genre de download file où on peut downloader des fichiers sans session, sans rien. Donc tous les autres trucs, on télécharge tout, enfin voilà. Les agences, c'est bien, ils mettent tous leurs clients sur les portails. C'est top. Alors on fait des rapports, on voit les gens, puis quand je dis, mais vous vous moquez de nos gens en interne qui mettent 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous, votre mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le mec il devient blanc, le développeur, parce qu'il a le compte surtout partout. Oh mais je pensais pas que vous arriveriez à le trouver. Oh, forcément, il s'adresse à des gens du marketing, mais des fois dans des boîtes, il y a des gens du marketing, genre, voilà, hein, qui ont fait du pen test, des CTF, qui s'intéressent un peu à la sécurité, et ça fait des gros fails. Ça fait rire les gens, mais voilà, c'est la vraie vie. C'est tout, c'était pour partager le fail des deux côtés de... Ouais. En fait, est-ce que quand tu as eu la main sur leur site, tu as vérifié si des gens étaient passés avant toi? Parce que tu peux aller voir les logs, regarder, parce qu'en général, savoir vulnérable sur Internet, il est piraté assez rapidement. Alors, je sais pas, non, parce qu'ils avaient mis sur un mutualisé, donc Infomaniac fait quand même pas trop mal leur truc, et puis notre plateforme à nous venait d'être lancée genre 3 jours avant, donc ça n'avait pas eu le temps d'être mis dans la nature. Donc j'ai regardé ça. Par contre, la plateforme des autres, où ça fait peur, c'est que je sais que les concurrents, parce que quand ils arrivent, ils nous parlent de tout. Voilà, vos concurrents, ils font ça, ça et ça. Putain, ça craint. Genre, ouais, les Chinois, ils leur donnent full droit sur l'application. Donc, de nouveau, le Chinois qui est un peu... on sait jamais ce qu'il fait. S'il a les mêmes capacités que moi, il regarde le truc, oh putain, je peux coder du PHP, cool. Voilà. Et ça compromet de nouveau plein de systèmes d'information. Et puis justement, comme légitimement j'utilisais mon application, je n'ai pas été regarder ce qui se passait chez les autres. Tu les as prévenus que tu allais faire ça? Ah, ils m'ont autorisé en séance de le faire. Quand j'ai commencé à jouer, leur poser des questions, ils m'ont dit ah, je ne l'ai pas fait avant, parce que tant qu'on n'a pas l'autorisation de jouer. Après, c'est mon application, elle m'appartient, donc j'ai le droit, mais je préfère toujours demander aux gens avant. C'est tout. Voilà, merci Patrick. Alors, les rampes étaient intéressantes jusque-là, mais on n'a pas vu beaucoup de vulnérabilité, donc je me suis dit que ce serait bien d'avoir un peu des failles à publier pendant la ramp session. Donc en fait, c'est des expériences récentes, c'est des tests d'intrusion que j'ai fait un au printemps et un en septembre. Où j'ai trouvé des failles liées à XSLT. Les éditeurs ne sont pas forcément intéressés par la correction, donc j'ai pas de raison d'en faire autre chose que faire rire les gens avec. Donc je vais vous parler de Solaire. Solaire, c'est c'est une application, on lui donne des systèmes de fichiers à plat, etc. Et il fait de l'indexation, et après vous pouvez faire de la recherche plus ou moins facilement dans des bases dans des répertoires qui contiennent des tas de fichiers avec ça lit les PDF, ça lit les fichiers Office, etc. C'est extrait de contenu, donc c'est assez pratique. Et Xalangi, c'est un moteur de transformation XSLT qui est édité par le projet Apache. XSLT, c'est un langage de programmation qui est utilisé principalement dans le monde XML pour convertir du XML vers un autre format. XML vers XML, XML vers PDF, XML vers texte, etc. Et ces 3 dernières années, j'ai trouvé pas mal de vulnérabilités liées au techno XML, donc on continue de creuser le filon. Alors, voici les slides que je vous ai écrits là ce matin. Donc je ne les ai pas répétés, je n'ai pas fait de relecture, et les graphismes sont moches. Mais bon, voilà. Lui, c'est le méchant. Attendez, j'ai même
hop, voilà. Lui c'est le méchant ou le gentil, enfin le consultant, enfin voilà, c'est celui qui va attaquer en tout cas. On a un firewall, on a un serveur frontal web, Apache, Nginx, ce que vous voulez. Derrière, on a un serveur d'application, Tomcat, JBoss, c'est du Java. Après, la techno sous-jacente, on s'en fiche pas mal. Et après, on a une troisième zone avec du stockage. On a les fichiers qui sont uploadés par les utilisateurs. Et on a Solaire qui permet de manipuler les fichiers, les post-traiter, de fournir des fonctionnalités de recherche à l'application. Filtrage paranoïaque, 80 seulement entre ici et ici, 80-80 seulement entre ici et ici, et je ne sais plus le port, 83-93 je crois, entre ici et ici. Voilà, donc ça commence par trouver une faille. On trouve une faille, un SSRF sur l'application ici. Donc ici on n'a pas de problème, légitimement on peut taper le frontal il ne fait rien d'autre que nous rediriger vers l'application. Donc jusqu'ici on respecte les filtrages en place, il n'y a rien de particulier. On trouve un SSRF, donc le SSRF c'est Server-Side Request Forgery. Grosso modo on va pouvoir demander au serveur de faire une requête HTTP pour nous. Enfin HTTP, une requête principalement HTTP, et dans ce cas précis HTTP. Pour nous, donc grosso modo, en l'occurrence, on peut fournir l'adresse IP, le port, l'URL qu'on va demander au serveur de joindre. Donc c'est relativement utile dans ce type de contexte. Avec le SSRF, on va pouvoir scanner le réseau interne. On va interroger tous les ports de toutes les IP privées, 192, 168, etc. Et 172, 16, etc. J'ai révisé hier pour arriver à les dire en Suisse. Donc avec le SSRF, on va scanner le réseau interne. C'est simple, si on a un timeout, c'est que le port est filtré. Et après, il faut faire de l'applicatif pour différencier un port fermé et un port ouvert. Mais ça se fait. On trouve assez rapidement une instance Solaire, assez rapidement sur pareil. Cet après-midi, je fais une presse sur Burp. Donc là, j'utilise Burp pour faire le brute force. Et généralement, si le brute force dure 3 heures, je fais une pause de 3 heures où je vais me coucher, où je vais manger. Enfin bon, donc moi, ça ne me prend pas de temps. Quand je reviens, on a trouvé l'instance Solaire. Et à partir de là, je peux donc, si on reprend le graphe, de là, demander à l'application d'adresser le serveur Solaire et de faire des requêtes. Donc ça commence à devenir intéressant. D'autant plus que dans Solaire, par conception, c'est ce que vous avez sur le site web, c'est confirmé par le site web, il n'y a pas de sécurité. Tous ceux qui peuvent taper interface Solaire, ils sont considérés comme admins de bonne foi. Donc c'est bien. Pour moi, en tant qu'attaquant, ça semble intéressant. On me dit peut-être pas être très dur. Mais après, la question, c'est comment obtenir un shell. Parce que, ok, je peux rechercher dans la base de données, je peux sortir les données de la base de données, mais les données qui sont dedans sont publiques de toute façon. Donc, j'ai rien gagné. J'ai juste gagné un nouveau moyen d'accéder des données qui sont publiques. C'est pas avec ça que mon client va être content. Ce qu'il me faudrait, c'est un shell. Le problème, c'est que vu que c'est un SSRF, la seule chose que je peux faire comme requête, c'est des requêtes GET. Donc, pour passer à l'étape suivante, il faudrait que je trouve une vulnérabilité dans Solaire qui est exploitable en GET et de façon aveugle à travers le SSRF. Bon, cherchons. On trouve des vecteurs d'abord. Solaire dispose de nombreux formats de sortie, donc on peut faire une requête et demander à sortir en XML, en texte, et entre autres en Velocity, le traitement de sortie est réalisé en Velocity ou en XSLT. Donc Velocity, c'est un modèle de template Java qui a ses propres problèmes de sécurité si vous pouvez fournir votre template. Et XSLT, c'est un langage de programmation. Donc on a deux vecteurs intéressants pour exécuter notre code, sachant qu'on ne sait pas encore s'il y a des contre-mesures en place. Et vu qu'XSLT c'est mon dada, j'en ai fait pas mal, et que je sais qu'on peut régulièrement lire des fichiers, écrire des fichiers, exécuter du code, ça me semble un point intéressant sur lequel se focaliser. Donc il nous faut une vulnérabilité dans Solaire en GET seulement. Donc on va sortir des très vieilles techniques, comme le parcours d'arborescence. Et en fait, c'est tout con. Vous adressez votre serveur Solaire, vous lui demandez de sélectionner des données, vous lui dites que le format de sortie, vous aimeriez bien que ce soit XSLT, et que le fichier à utiliser pour le code contenant le code XSLT, il est stocké en dessous de la webroot, enfin en dessous de la racine de l'application Solaire, sauf qu'évidemment, on peut faire du point, remonter dans l'arborescence et se balader partout sur le serveur. Alors, il y avait un point qui était intéressant sur le premier slide,
c'est que là, il y a les fichiers, c'est-à-dire que les users peuvent nativement uploader leurs fichiers à travers l'application, et les fichiers seront stockés sur ce serveur-là. Donc ça me fait un moyen de stocker mes fichiers malicieux ici. Après, une petite fuite d'informations qui permet de fuiter le chemin d'accès, enfin l'emplacement du stockage des fichiers utilisateurs sur disque, et on se retrouve avec tous les composants nécessaires pour pouvoir faire notre exécution de code. Donc var data, on l'a retrouvé via la fuite d'informations. Le pawn.xsl, on l'a uploadé par la fonctionnalité native d'upload de documents. Et on se retrouve avec un moyen d'exécuter du code XSLT sur le serveur. Donc l'exploit, c'est un truc comme ça. Donc là, il n'y a rien de... Enfin, ça, c'est pas très nouveau. Qu'est-ce qui est intéressant à voir? Là, on a une commande avec des paramètres séparés par espace égale espace. La ligne suivante, on split cette chaîne de texte par espace égale espace. Donc il y a une logique. Après, on appelle Java Long Runtime, get runtime, et on fait un exec dessus. Donc au bout du compte, oui, à la fin de l'exécution de la slashit XSLT, on est en train de faire exécuter un ping vers google.de. Donc voilà, là avec ça, on a un moyen d'exécuter le code de notre choix sur le serveur qui est 3 DMZ derrière, enfin 3 pare-feux derrière l'internet, donc ça c'était déjà relativement intéressant, et ça suffisait à satisfaire le client. Par contre, juste après, j'ai eu un cas similaire où les gens avaient appliqué des contre-mesures. Donc Solaire se moque totalement des pages de problématiques de sécurité. JXP, qui est la norme de standardisation XML entre les JVM, définit une option qui s'appelle Secure Processing et qui interdit tout ce qui est dangereux, entre autres l'exécution de code, qui semble pas une mauvaise idée, d'avoir une option, un minimum pour le faire. Et du coup, quand j'exécute mon code sur un Xalang qui a cette option d'activer, on a un message d'erreur qui dit qu'on ne peut pas l'appeler et que du coup, on ne va pas pouvoir exécuter notre code. Ce qui semble normal parce que la fonctionnalité n'est définie que ça ne sert à limiter l'exécution de code, entre autres, enfin la lecture de fichiers et l'exécution de code. Donc jusque-là, on a un comportement relativement prédictible. Et Solaire n'utilise pas Secure Processing. Mais supposons que dans un élan incroyable de sécurité, il décide d'utiliser Secure Processing, qui est le top de l'utilisation du durcissement d'interpréteurs XSLT. Donc on va supposer deux choses. Un, Solaire utilise Secure Processing, ce qui n'est pas le cas. Et deux, BSF est inclus dans le class pass. Et ça, c'est le cas généralement dans toutes les applis Solaire. BSF, c'est Apache Bean Scripting Framework. Ça sert à exécuter du script à partir de Java. Donc BSF supporte de nombreux langages de script. Si le jar adapté, enfin BSF c'est juste une coquille, et après il faut mettre un jar pour JavaScript, par exemple Rhino, un jar pour XSLT, un jar pour Lotus Script, un jar pour ce qu'on veut. Et dans Solaire on utilise Xalang, donc il y a un moteur XSLT, donc le jar est forcément dans le class pass, et donc on peut utiliser XSLT comme langage de script dans Bean Shell. Okay. Et le contre-exploit est vraiment trivial. On va exécuter du code XSLT et on va lui dire d'exécuter Bean Shell, et dans Bean Shell on va lui dire réexécute du XSLT. Donc on a du XSLT qui contient du code Bean Shell qui contient du code XSLT, et l'interpréteur XSLT lancé par Bean Shell ne supporte pas l'option Secure Processing. Donc il vous suffit de remettre votre code malicieux à cet endroit-là, d'exécuter cette feuille de style sur un Xalang dernière version avec toutes les sécurités d'activer, et vous avez votre exécution de code comme à l'ancienne, comme si l'option n'était pas présente. Voilà, donc là on a gagné, on a exécuté le code au fin fond de l'EDMZ, on est déjà en train de noter les numéros de carte de crédit, et la question se pose pour le client des patchs. Solaire, pas de sécurité par conception, donc pas de patch, réponse officielle des développeurs. Xalang, nous avons bien reçu votre email, mais il n'y en a pas traité. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai pas de patch à vous proposer, et j'ai pas de visibilité temporelle sur la publication d'un patch. Donc celui-là, a priori, il n'y a pas de souci. Et celui-là, le client pour qui j'ai trouvé la vulnérabilité considère qu'il faut parfois punir les projets open source qui n'avancent pas. D'où publication de la vulnérabilité ici, et puis très prochainement dans des blog posts. Voilà, c'est tout, et merci. Nicolas, je crois qu'il y a une question pour toi sur le SNS Board. Le Solaire a un accès à Internet direct. Tout dépend de ce qu'on... donc c'est une...
suppose que la question c'est le trafic sortant. En l'occurrence, je ne sais plus. Après, c'est pas vraiment un problème dans le sens où, vu qu'on peut uploader les fichiers, là le code il faisait un ping vers un serveur FTR, mais généralement je m'en moque pas mal de savoir que le serveur peut faire un ping. Je peux tout simplement déposer mes fichiers qui sont stockés sur le même serveur, donc j'ai un upload de fichiers, et poser mes shells un peu plus évolués, enfin mes payloads un peu plus évolués sur le shell, et j'ai pas besoin du tout d'un accès sortant pour pouvoir exploiter ça. Je sais pas si ça répond à la question, alors je sais même pas qui a posé la question. Mais si ça ne répond pas, n'hésitez pas à la reposer ou à venir après. D'autres questions? Moi j'ai juste une anecdote sympa à propos de Solaire, parce qu'on est dans le sujet. C'est que jusqu'à il y a un mois à peu près, donc, si tout le monde connaît GitHub ici. Hein, faut savoir que GitHub utilisait Solaire en interne, et puis il avait remonté toute une série de problématiques comme ça. Ils ont abandonné l'utilisation, et que la raison qui a été donnée pour ceux qui sont sur les IRC ou les compiers de GitHub, c'est qu'en fait la code base de Solaire est tellement mauvaise que même en payant GitHub, ils voulaient donner de l'argent à la compagnie qui fait Solaire, pour se répondre, c'était impossible à patcher. Puis c'est GitHub, hein, c'est pas comme s'il n'avait pas d'utilité. C'est marrant parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui remontent des problèmes comme ça. Et souvent, on répond, on s'en fout de la sécurité. Et quand une entreprise vient, puis vous répondez, nous, on a 20 millions sur la table, et puis vous nous faites ça, on vous répond, ah, mais le coût en développement est trop grand. Ouais, j'ai... Non, ça a marché. Non, je suis pas mal revenu Enfin, j'utilise l'open source à titre personnel, j'estime qu'il y a des bonnes choses dedans. Mais d'un point de vue sécurité, je suis pas du tout... Enfin, j'achète pas vraiment l'argument de l'open source, c'est plus sécure parce que c'est de l'open source. Entre autres pour ces raisons-là. Et puis, si vous prenez Xalanji, donc quand j'ai remonté donc mon client, il avait ce bug, vu que c'est une vulnérabilité non publique, le client il est embêté entre le moment où on le trouve et puis le moment où on va pouvoir appliquer les correctifs. Et quand j'ai regardé sur le bug tracker de Xalanji, il y a des bugs de sécurité qui sont ouverts depuis 4 ans, qui sont publics, qui sont ouverts depuis 4 ans. Donc j'ai dit à mon client, je veux bien leur remonter les bugs, mais faut pas avoir trop d'espoir. Ce qui s'est confirmé, ils ont mis en place des contournements qui ne nécessitent pas la fourniture d'un patch par l'éditeur. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Voilà, je voulais faire une petite réponse à Patrick qui a présenté un point de vue très intéressant du point de vue du client qui fait appel à des sociétés pour faire des tests d'intrusion. Il se trouve que moi j'ai œuvré pendant un temps de l'autre côté en tant que fournisseur de prestations d'audit. Et c'est vrai que c'était une question vraiment cruciale qu'on se posait, la validité et la qualité des résultats qu'on peut offrir en fournissant ce genre de prestations. Alors il y a des tas de théories sur internet qui vous expliquent que faire un pen test, ça crée plus de trous de sécurité que ça solutionne des problèmes, parce que vous allez avoir un rapport qui va concilier toutes les vulnérabilités de votre réseau, qui va être souvent transmis en interne ou en externe sans méthode de protection. Donc, et puis aussi il y a des tas de gens, enfin il y a des gens, les auditeurs auxquels vous faites appel, qui vont accéder et donc qui vont connaître vos vulnérabilités. Donc ça représente un risque. Mais je vais mettre cette partie de côté-là. Je voudrais plutôt insister sur les garanties qu'on peut donner quand on fait un test d'intrusion. Alors le problème que tu as évoqué, c'était les compétences de la personne qui est impliquée. Je ne sais pas si c'était un problème de compétence dans ce cas-là ou un problème de temps. Et c'est vrai que c'est une problématique cruciale quand on fait un test d'intrusion, parce qu'on vous donne un budget avec un temps limité. Et on ne sait pas théoriquement en avance la quantité de travail qu'on va devoir mener, surtout si on a des impératifs d'exhaustivité, si on a une volonté d'exhaustivité. D'où le gros risque de donner une fausse image de niveau de sécurité à un client. Alors il y en a qui le font de façon volontaire, hein. Et si on veut se poser la question, c'est quelle est la motivation d'un client quand il fait appel à une société pour faire un test d'intrusion? Il y en a qui le font pour des raisons d'amélioration, hein, donc ils veulent vraiment qu'on teste et qu'on challenge et qu'on trouve des failles pour pouvoir les corriger. Puis il y en a une grande majorité qui n'ont pas cette motivation louable. Il y en a qui font ça juste pour la conformité, parce que
un régulateur lui dit qu'il faut faire un audit par an, ou bien on est dans une certification ISO 27000 et puis il faut faire des audits, des tests d'intrusion. Et donc on n'a pas forcément l'envie de progresser, on veut juste montrer à l'auditeur qu'on a fait un test d'intrusion. Dans ce cas-là, on a tout intérêt à prendre, si on veut. Il y a des gens aussi qui n'ont pas vraiment envie que leur hiérarchie constate qu'il y a des gros problèmes, parce que ça mettrait leurs compétences en jeu. Donc ça crée des effets un peu pervers, et nous c'était une problématique, la problématique du budget. Comment déterminer le budget adéquat alors qu'on ne sait pas par avance le périmètre, l'effort qu'on va devoir consacrer, et puis l'exhaustivité des résultats. Et donc, à ce titre-là, vous avez parfois des clients qui vont avoir tendance à prendre l'offre la moins chère, comme ça ils sauront que la personne qui va faire les tests n'aura pas trop de temps, et surtout pas de temps pour trouver les vrais problèmes. Alors je ne sais pas si c'est le cas, si c'était vraiment la compétence de la personne qui était en cause, ou bien dans ce cas-là, ou bien si c'était le manque de temps ou le périmètre. Voilà, donc comment on peut répondre à ça? C'était toujours une problématique. Déjà, il faut avoir confiance dans les gens qui vont travailler, savoir être sûr que... Il y a un problème aussi, parce que les profils qu'on recrute pour faire ce genre de test d'intrusion, c'est des profils très techniques, qui vont avoir une tendance à, quand ils trouvent un os à ronger, à vraiment aller jusqu'au bout. Il faut savoir aussi, et donc se concentrer peut-être sur un problème bien précis, et passer beaucoup de temps sur ce problème-là, avec après des problèmes d'exhaustivité potentiellement. Comment on règle ça? Je crois que moi, ayant un profil d'auditeur, j'étais très consciencieux par rapport à ça, et je vérifiais qu'on avait bien regardé un peu tout ce qu'on pouvait regarder. Mais c'est vraiment un problème. Et c'est difficile parce que, encore une fois, on ne sait pas en avance ce à quoi on va s'attendre. En plus, je voudrais citer un petit exemple. Par exemple, je ne sais pas comment évolue le marché français, mais moi j'ai travaillé pour une société dont la maison mère était basée en France, qui à l'époque fournissait des lettres d'information en disant attention, les menaces par cheval de Troie, c'est super important parce qu'on va faire un peu d'ingénierie sociale et puis on va réussir à prendre vos données très facilement, mais qui de l'autre côté fournissait des prestations de services de tests d'intrusion. Mais attention, en France, il ne faut surtout pas utiliser des chevaux de Troie parce que pour des raisons, je ne sais pas, syndicales ou que sais-je, parce qu'effectivement, on va targeter souvent une personne bien précise, et puis ça peut la mettre à défaut, puisqu'elle aura à un moment cliqué sur un attachment vérolé ou quelque chose comme ça. Donc ça aussi, c'était une préoccupation pour moi de dire comment on peut d'un côté dire aux entreprises attention, il faut vous prémunir contre les attaques de chevaux de Troie, mais quand on fait un audit, on va juste faire des petits scans sur les DMZ et puis essayer de contourner la défense périmétrique traditionnelle. Alors qu'on sait pertinemment que... Pourquoi? Parce que c'est politiquement incorrect de faire du social engineering dans les entreprises. Voilà, c'était juste pour répondre un peu comme ça. C'était des questions que je me posais à l'époque et qui sont effectivement difficiles auxquelles il est difficile de répondre, dans la mesure où quand on fait de l'audit aussi, on est des sociétés qui devront vivre, donc il faut arriver à vendre. Donc il faut mesurer son budget, il faut être par rapport à la concurrence, il faut positionner un bon budget, et c'est toujours une problématique. Voilà. Voilà, merci Stéphane. Parce qu'il y a des questions. Pas de questions. Donc... Pas des questions, mais en France, comme d'autres pays, il y a des histoires de certification qui arrivent. À l'international, il y a des certifications connues, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, mais on ne va pas citer de marque. Des certifications de... CEH, Offensive Security, etc. Alors ça donne une assurance sur la compétence des gens, mais encore une fois, ça ne donne pas une assurance sur l'exhaustivité des tests qui vont être réalisés. Alors ça, c'est l'autre aspect. La compétence, c'est déjà pas mal. Oui, on est d'accord. Et après, l'autre aspect, c'est qu'en fait, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui vendent la Red Team. Ouais. Où là, il n'y a plus de
vous avez le droit de tester cette adresse IP à telle heure si vous avez téléphoné à telle personne avant et il ne faut pas que le serveur s'éteigne. Le test de réactif, c'est voler tel fichier et débrouillez-vous. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui souscrivent à ce genre de service? C'est ça le problème, on reste sur un marché de niche, et encore une fois, on retombe après par rapport à... Donc on est sur un marché de niche. Ça commence à exister alors qu'il y a 5 ans, c'était complètement inenvisageable. Je suis d'accord. Et même aujourd'hui, tu vois par exemple le contexte législatif qui est en train de changer pour que les agences gouvernementales françaises puissent aller pirater les serveurs des attaquants, récupérer les informations sur ce qu'ils ont piraté et redistribuer l'information aux gens qui ont été piratés. C'est quand même une évolution de mentalité incroyable. Alors tant mieux si la modalité évolue. Après, il y aura toujours ces questions budgétaires, parce qu'un exercice Red Team, ça se fait sur plusieurs mois. Donc comment tu factures ça à ton client? Est-ce que tu le fais payer 3 mois à temps plein? Ou bien voilà, c'est toujours cette problématique-là. Et tu seras toujours confronté quand tu veux faire de la qualité, parce que j'estime que cette approche est très réaliste pour une entreprise qui a vraiment des données confidentielles en l'occurrence. Elle est soumise à ce genre de menace. Donc c'est un audit qui est très très réaliste. Par contre, par rapport à quelqu'un qui va venir avec un budget 3 fois moins cher et qui va te dire, il va te promettre la lune. Pas un responsable sécurité. Tu vends directement à un comité exécutif ou un directeur en lui disant voilà, vos concurrents vous attaquent, donc on va faire une prestation et donc du coup c'est beaucoup plus cher et du coup ça pose pas de problème. Parce que c'est pas le RSSI qui paye. D'accord, bah, tant mieux. Tant mieux si les mentalités évoluent. Moi j'ai un retour sur le pricing, sur la cotation des prestations. Donc je vends des prestations de sécurité, je suis pas encore confronté à la concurrence qui veut gagner l'affaire plus de temps que moi. Et je pense qu'en tant qu'obligation de conseil, on doit se poser des limites sur je ne descendrai pas en tout tel montant. C'est-à-dire que le client qui vous dit vous avez fait par exemple une propale à X et votre concurrent il a fait X moins 20%, il faut à un moment dire pour le scope qu'on a prévu de couvrir, je ne peux pas m'engager il y a un moment où on va dire je ne peux pas gagner l'affaire et vous garantir que je serai au niveau que moi j'attends de mes propres prestations. Et ce qui peut être vu aussi comme un point négatif, comme un point positif. Il y a évidemment l'effet court terme, c'est le client va se dire bon l'autre il est moins cher, il ne veut pas baisser les prix, il peut aller vers moins cher. Et souvent les clients aussi apprécient un discours qui est je ne descendrai pas plus bas parce que ça sera en dessous d'une autre qualité que je veux fournir à mes clients. Et du coup, on arrive à des situations où finalement la course au moins 10 ans est cassée par celui qui arrive à sortir du cercle du moins 10 ans en disant moi je sors de ce jeu-là, je sais pourquoi je ne peux pas jouer à ce jeu et je laisse au client choisir la. Tant mieux, tant mieux. Moi je me permettrais d'aller dans le sens, en fait, est-ce qu'on n'a pas intérêt de vendre l'éthique, c'est-à-dire apparemment on peut laisser les prix possibles, on peut dire nous on travaille là, en dessous d'un certain level, si vous allez à moins cher, vous prenez des risques, nous on a des certifs. C'est pas une question de certif, c'est une question de temps qu'on va passer pour rechercher des failles. Moi je me souviens très bien que dans les audits, il y a toujours le money time. On arrive à la fin du budget, puis c'est là qu'on commence à trouver des trucs. Est-ce qu'on l'arrête ou est-ce qu'on veut vraiment aller jusqu'au bout, etc. quoi. Sachant que les tests d'intrusion, c'est aussi une vertu, c'est que c'est très réaliste, donc ça peut permettre de faire progresser la société parce qu'au management, vous allez leur montrer des trucs assez concrets alors, il y avait toujours ce débat, est-ce qu'on s'arrête, j'ai trouvé une XSS, et il faut donc valider vos inputs, encoder vos outputs, ou bien j'ai trouvé une XSS et j'en ai profité pour faire une attaque de social engineering et j'ai piqué telle donnée. L'exploitation, c'est la phase qui prend le plus de temps, mais qui permet de donner un côté très réaliste à la prestation. Moi, quand je vois les rapports aujourd'hui, je trouve qu'on a beaucoup tendance à s'arrêter on a trouvé une SQL injection, voilà, il faut paramétrer vos requêtes, et puis basta. Et c'est là la limite. Après, encore une fois, l'input doit venir du client. Je suis entièrement d'accord, hein, je prônais pour ça, mais quelquefois, c'est difficile à expliquer aussi aux clients qui n'ont pas les connaissances non plus. Voilà, d'autres questions? Merci Stéphane. Je te laisse prendre la boîte de chocolat, tu la partages avec les deux acolytes. Merci à tous d'avoir participé à ces rumps. Pour nous, c'est une première, on est super contents. Et je pense qu'on va continuer sur ce modèle-là l'année prochaine aussi.
Et je vous souhaite à tous un bon appétit. Et puis on se revoit tout à l'heure pour les conférences. Très bien.